Donc, bonjour Ivan, Bonjour, merci d'être avec nous merci à toi. aujourd'hui. C'est une conversation improvisée Ouais. parce qu'on a été en contact grâce à Facebook. Mhm. J'avais vu passer un de tes événements, un de tes ateliers Mhm. à Montréal qui implique le mouvement du corps. On a échangé quelques messages et là, je voulais t'inviter au podcast et j'ai su que tu partais. Tu retournais à Barcelone lundi, Ouais. mais en fin de semaine, tu quittes te reposer à l'île Perrault. Mhm. Fait qu'on avait une possibilité et c'était Aujourd'hui. ce soir. Donc, j'ai appris que tu parles 5 langues. On va commencer à parler en français. D'accord, Ça va peut-être être une conversation bilingue ou des fois on va aller en anglais pour faciliter probablement, ouais. l'échange. Donc voilà, est-ce que tu veux présenter Ouais. ta troupe, The Amateurs, et expliquer qu'est-ce que vous faites? Body Amateur, c'est la compagnie qu'on a engagée avec ma copine Clara. Nous, on s'est connus depuis beaucoup d'ans, mais on voulait faire quelque chose pour faire des productions théâtrales et des autres projets artistiques. Donc, on a engagé Tout simplement. Ouais, on a cherché un nom et on a dit on va faire ça et ça fait déjà ça va faire 4 ans maintenant qu'on qu'on utilise, c'est une formalisation légale vraiment, c'est un ensemble de travail. Donc, ça a retenu mon attention quand je lisais votre site web. Donc, vous faites du théâtre. Et puis, à un certain moment donné, il y avait le terme physical theater, Mm. donc du théâtre physique. Oui, oui. C'est Qu'est-ce un terme que je sais pas si dire, m'ennuie un peu parce que Ah oui? tous les théâtres, c'est physique. Mhm. Montre-moi une pièce de théâtre qui soit Mhm. pas physique. Il faut être physique. Et maintenant, on utilise les mots physique pour faire un type de distinction que c'est les trucs qui m'ennuient un peu parce que il doit être physique parce qu'on habite dans un monde physique et si quelque chose n'est pas physique, et pas. Tu sais, donc tous les théâtres sont physiques, mais normalement on utilise aujourd'hui les mots physiques pour faire quelque chose qui est plus que théâtral et c'est plus proche quelquefois au cirque, quelquefois la danse. Et il y a plus de corporalité, mais quand j'utilise théâtre physique, il veut pas dire ça. Il veut dire que c'est un théâtre où l'expérience c'est très important. Que c'est pas un discours qu'on met en scène, on dit pas un discours. C'est pas un discours, c'est une expérience qu'on cherche. Et c'est pas rien de nouveau ou rien de révolutionnaire. C'est la vraie histoire, la vraie essence du théâtre. Il faut avoir une expérience. Sinon, c'est une conférence. Et aussi, vous mentionnez que vous faites des pièces about what it is to be alive today. Oui. Moi, j'ai adoré parce que avec Renard, on essaie de parler de la vie quotidienne, puis des petits gestes qui sont importants pour faire du sens au quotidien, parler de la maison comme un lieu pour se retrouver puis bouger. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie beaucoup de choses. Parce que vraiment, ces théâtres qu'on veut faire, parlent de la vie, mais tous les théâtres parlent de la vie. Again, c'est comme les physiques, c'est un peu redondant. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? On veut dire que c'est entre autres qui parle de la vie, mais aussi de qu'est-ce que c'est être vivant. Ouais. Et alors, ça devient quelque chose de très très singulier, très distinctif. Parce qu'on ne parle pas seulement de ça qu'on voit, de la vie, on veut parler aussi de comment je sens la vie dedans moi, comment je me sens, comment je habite mon corps et la réalité. Et c'est une part très très importante de notre travail, même dans les contenus qu'on développe, comme dans la façon, les processus qu'on suit dans chaque histoire ou aventure qu'on engage. Ouais. C'est magnifique. J'adore le mot vivant. Avec Vincent, on dit qu'on veut, avec Renard, créer des humains vivaces.
Ça, normalement, c'est plus utilisé pour les plantes. Mais une définition qui s'applique, c'est quelque chose qui est rempli de vie, qui est dynamique, qui est enthousiaste. Parce qu'on, tu sais, on se mobilise pour contrer une vie sédentaire, une vie inactive. Fait que le revers, pour nous, on dit on veut une vie intéressante, puis on veut amener de la vitalité. Mais je me suis toujours demandé comment on explique c'est quoi la vitalité. Comment on le mesure, comment on le sait. Comment est-ce que vous savez si vous avez réussi votre travail? Réussi, tu veux dire quand on fait une pièce, une show, si c'était vivant? Oui, comment on sait? J'adore cette question. Parce que, tu sais, on va parler après, j'imagine que notre activité se développe dans les pièces de théâtre, aussi dans une approche ou formation sur l'attention ou la conscience corporelle. Donc, comment on peut mesurer? Parce qu'on étudie vraiment, mais on utilise dans la langue, très souvent, on dit « Oh, je me sens tellement vivant, cette personne, elle n'est pas vivant. » Qu'est-ce que ça veut dire? Et on peut parler vraiment, c'est clair que c'est relation avec un niveau énergétique, un niveau de comment, de la capacité que tu sens pour faire des choses. C'est vraiment, tu sens que ce que je peux faire maintenant n'est pas plus de rester au sofa. Je n'ai pas beaucoup d'énergie, je ne me sens pas très vivant. Si tu veux, je ne peux pas rester, il faut que je veux courir, ou je veux faire quelque chose. On se réveille un samedi, un dimanche, allons-y à faire quelque chose, je me sens très vivant. Donc, c'est clairement, il n'y a pas rien de découvrir ici, que c'est relationné avec un niveau énergétique. Donc, ça peut aussi se montrer à la scène par les acteurs, oui, le niveau énergétique qu'ils ont, qui ne doit pas être seulement relationné avec combien ils crient. Il faut pas crier, oui. Il ne faut pas parler très fort, c'est pas exactement être très vivant, mais combien toutes les choses qui succèdent dans les scènes, sur la scène, vraiment affectent à la personne, à les acteurs. Et je dis affecte, pas qu'il joue l'affectation, parce qu'il est vraiment affecté. Mais pour moi, c'est encore plus important de définir comment le vivant est les spectateurs. Et tu parlais de comment je sens si la pièce a réussi son objectif. On va au théâtre, et je ne sais pas combien de fois tu vas au théâtre, comment tu te sens normalement. Moi, je dors beaucoup au théâtre. Je dors beaucoup et je pense beaucoup à des autres choses qui ne sont pas ce qui me donne dans la scène. Pour moi, c'est une mesure de comment, de vivant et ce qui passe sur la scène. Si je m'endors, c'est pas très intéressant, c'est pas très vivant. Parce que quand il y a quelque chose de vivant, mon corps développe d'énergie pour maintenir ma attention. Parce que c'est intéressant pour moi. Pour le corps, le plus intéressant qu'il y a, c'est la vie. C'est pour ça on développe un intérêt pour choses comme un bébé, ou un chat, ou des animaux sauvages, ou des choses qui sont pleines de vie, dans quelque manière, quelque forme. Et aussi, l'attention, c'est très important. Parce que quand il y a quelque chose de vraiment vivant, intéressant, surprenant, ma attention va là, tu sais. Et c'est pour moi une des les choses plus intéressantes du monde de l'art. Je crois que quelques pièces artistiques, je ne veux pas définir qu'est-ce que c'est artistique et qu'est-ce qui n'est pas artistique, mais ça a beaucoup à voir avec comment ça attrape ta attention. Ton attention. D'accord?
Donc, moi, je vais au théâtre beaucoup de fois et je vais beaucoup de pièces qui sont vivantes. Mais beaucoup de fois, je crois plus de la moitié des fois, oui, ma attention se débrouille pour les autres choses dans ma tête. Donc, et c'est pour moi, c'est une mesure très importante. Donc, ce que je fais quand je suis dans un spectacle à moi, je regarde beaucoup les gens, Les spectateurs. les spectateurs, oui, et voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait. S'il dort, Le téléphone. et aussi comment il prend attention. Tu sais, parce que c'est facile, hein, tu peux voir quelques personnes qui font comme ça, avec les personnes qui est vraiment... Et ils sont frappés par ce qu'ils passent. Et c'est important, le contenu, tu sais, le dialogue, la qualité artistique de ça combien c'est vraiment. Mais c'est très très important comment les vivants sont les acteurs qui sont là. Parce que c'est et comment, oui, des vivants, parce qu'il peut être vivant seulement s'il joue sur la vérité. S'ils sont en train d'inventer, ce qui passe, les émotions, la réponse, l'automatisme, ça ne transmet pas cette vie, cette énergie. Et l'acteur peut être très bon, la pièce peut être très bonne. Je vois tout le temps un acteur très célèbre dans la scène catalane avec des œuvres, avec des pièces classiques, magnifiques, bien écrites. Et les gens, ils regardent l'heure, le mobile. Et il sort, et c'est très important, il sort. Et c'est comment? Oui, c'est très joli, ouais, très bien. Oh, l'acteur, oh, magnifique, cet acteur magnifique. Je le vois beaucoup de fois. Oh, il est magnifique, magnifique. Moi, pour moi, ça veut dire très peu. Ce sont des mots. Ils ne sont pas vivants quand on dit ça, quand ils disent ça. Moi, pour moi, c'est important quand personne... J'ai vu les premiers spectacles que je fais, et c'est pas que je réussis à ça tout le temps, hein. Je dis pas ça. Mais le premier spectacle, c'était un spectacle pour des enfants. Et c'était un spectacle un peu, comment dire, je ne sais pas en anglais ou en français. En espagnol, peut-être? Ouais, non. Je manque les mots dans toutes les langues. Avec beaucoup de risques. OK. Oui, c'était pas reckless, ce que je cherchais. C'est le mot que tu cherchais? Un peu reckless, oui, un peu reckless. Et c'était long, c'était pas les langues que normalement, les types de langues scéniques qu'on utilise pour le théâtre de petits garçons et tout ça. Mais les garçons, quand ils sortaient, et les adultes aussi, ils étaient un peu... On demandait, on avait des caméras pour demander comment c'était mon premier spectacle, je voulais savoir, qu'est-ce que... Et beaucoup de gens disaient... Ils n'avaient pas de mots. Ou disaient, oui, c'est joli, mais c'était différent. Je ne sais pas comment. Pour moi, c'est important. Parce que là, il faut se prendre et il faut mettre les personnes dans quelques endroits avec assez d'informations qu'il doit digérer ou il doit penser. Tu sais, pour moi, c'était une expérience. Vraiment. Et pour moi, l'expérience, c'est ce qui fait du théâtre quelque chose de différent de Netflix ou des autres arts. Qu'il y a une expérience vivante qui est dans la scène devant soi et qu'il doit être transmettre à la... Ouais. Comment justement c'est transmis? Ce que vous expliquez, c'est que vous voulez faire du théâtre qui parle au corps. Fait que comment ça se fait le transfert entre l'expérience de l'acteur puis le gens dans la salle? Ce lien-là? Bon, c'est la magie de la mise en scène. C'est ça qu'on cherche tout le temps. C'est ça qu'on cherche consciemment ou inconsciemment. Je suis sûr que même quand les directeurs qui n'ont pas ça à la tête, ils cherchent ça aussi. Parce que c'est les trucs, si tu lis les grands professeurs de théâtre, les grands metteurs en scène, de l'histoire du théâtre, tout le temps, ça va de ça.
de réveiller dans l'expérience du spectateur tout ce qui passe dans l'histoire, qui est connecté avec l'histoire de l'humanité. Ouais. Fait que, Comment se faire? C'était ta question? Pour moi, c'est très clair. La réponse, c'est pas tellement clair comment réussir ça à la scène. Parce que ça va directement à les significants, les meanings, les sens de tous ces mots qu'on utilise en théâtre et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent vraiment qu'est-ce que veut dire la vérité scénique. C'est vivant, hein? La scène c'est vivant, le personnage est vivant, être ici et maintenant. Et pour moi, ça a beaucoup à faire avec être disponible pour entrer dans les disconnus. L'inconnu? Inconnu. Ouais. Parce que c'est ça que met quelque chose vivant. Tu sais, ici, tu as dit, on va faire une interview improvisée. Je dis, super, on y va. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se réfugier dans des choses qu'on connaît, qu'on va essayer tout le temps. On ne veut pas être attentif à l'autre personne. On va être tout le temps avec l'attention, avec ces choses qui me font sentir confiance, avec de confiance. Et comment répondre avec ça? Ça m'évite de penser. Ça m'évite d'être créatif. Et ça m'évite d'avoir de peur. Avoir peur. Peur. Comment tu dis quoi? Avoir peur. Peur. D'accord. Et c'est ça que c'est très amusant parce que c'est l'ingrédient plus important du théâtre. La peur? La peur. Ouais. Parce qu'on sort dans une scène, ouais, comme acteur. Et oui, on a un dialogue, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va passer. On est ici maintenant et tout ce que je peux faire est être complètement attentive à toi et laissez-moi faire pas ça que tu fais. Et dans ce moment, je suis vivant. Ou être très, c'est une métaphore physique que tu vois, visuelle, et très pendant, attentif, tendu à toutes ces choses que je sais de la pièce et de répondre d'ici. Ou utiliser la mécanisation que j'ai développée pendant la répétition ou pendant ma vie comme acteur. Il n'y a que ces deux options. La première option, il fait peur. Parce qu'il faut que je me mette dans une situation de perception du moment que je ne veux pas savoir qu'est-ce qui va passer. Parce que oui, la scène est écrite et tu ne vas pas changer beaucoup. Mais tout va changer. Parce que c'est impossible que tu fais chaque fois. Si tu veux être vivant, c'est impossible que tu fais exact. Les moments que tu répètes quelque chose, ça arrête d'être vivant. Donc tu dois être tout le temps dans un endroit, un état physique perceptif, que tu arrêtes la tête, l'esprit, et tu es complètement avec ta attention ici. Et rien plus. Les moments que ta attention va un petit peu à les mécanismes, à ce que je sais, à ce que je répétais, à ce que je connais, ça diminue l'énergie, la commande vivante, c'est ici. Donc, le travail pour arriver à réussir dans une essence vivante, c'est de convaincre les acteurs et les actrices de se développer dans cet état. Et ça n'a beaucoup à voir avec les métiers d'acteurs. Mais non, moi je voudrais. Parce que pour moi, c'est tous les métiers d'acteurs. Bon, pas tout, il y a beaucoup de choses techniques qu'il faut apprendre. Mais pour moi, le plus important le métier d'acteur, c'est d'avoir cette capacité de
d'entrer dans cet état où j'oublie tout que je sais et je fais de confiance à mon corps parce que mon corps a développé déjà tout l'apprentissage de la répétition et il sait où il va, il sait qu'est-ce qu'il faut dire. Il ne faut pas attraper toute la technique, il faut la laisser faire, tu sais. Donc c'est pour moi les secrets de ça qu'on veut travailler à scène, c'est d'amener à l'acteur et qu'il prend le courage pour sauter en scène et oublier tout ça qu'on a travaillé. Et les ateliers que vous offrez, c'est aussi pour les gens qui ne sont pas nécessairement des acteurs. Oui. Tout ça que j'expliquais, tu changes le contexte de la scène à la vie et c'est exactement la même chose. Ça ressemble à quoi un atelier avec vous? Ben, vous en avez plusieurs en fait. Vous avez différentes thématiques avec vos ateliers. Oui. On peut parler de ceux que tu as fait à Montréal. Dans le fond, tu habites en Espagne. Vous faites aussi des spectacles en Angleterre. Oui. Là, vous êtes venu à Montréal faire une tournée. Qu'est-ce que vous avez présenté ici? C'était quoi les ateliers que vous avez présentés? Ouais. Ici, on offre 2 lignes d'atelier pour tous. Il y a une ligne qui va plus adresser à des artistes scéniques, si tu veux, et une autre qui va plus adresser au public. Si je suis honnête dans le contenu des ateliers, ce que je te montre, c'est exactement très très parallèle. La seule chose différente, c'est les exemples que je mets quand je enseigne ces ateliers. C'est le contexte où on développe les travaux. Et tout ça a à voir exactement avec ça que je viens d'expliquer. Avec développer, bon, ça serait les plus avancés. On ne commence pas avec ça vraiment. Ouais. Mais tout ça, les 2 lignes vont à développer une confiance dans le corps pour avoir la capacité de développer beaucoup d'énergie. Et cet état d'énergie, ça que je dis, comment expliquer avant, c'est le contexte qui te permet d'être très créatif dans ta vie. Et cette créativité est très importante. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la créativité. La créativité, c'est très important, blablabla. Mais la créativité, c'est très important pour la qualité de vie de l'individu et de la personne. Parce que, si tu vois, il y a, j'imagine, différents niveaux d'existence. Tu sais comment, quand on habite, il y a un niveau de survival. Survie, oui. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui habitent dans ce niveau. Ils doivent se nourrir et avoir le minimum pour survivre dans sa vie. D'accord. Dans le monde moderne, dans le monde plus développé, North America, Europe, on n'habite pas dans ce niveau. Tu sais, peut-être mes parents, oui, quand ils sont nés après la guerre, ils ont habité un peu dans ce niveau. Quand je parlais avec eux, nos valeurs sont très différentes. Pour moi, la survie est quelque chose de sûr. Donc, quand on a cette tâche assurée, on veut croire et on veut être créatif. C'est pour ça que maintenant, il y a tellement de gens, partout que je parle avec des gens, n'importe quel boulot ils ont, beaucoup de gens sont un peu déprimés. Et on ne sait pas que faire. Il y a tellement d'offres de tout type d'activités, de leisure, tout le monde va tout le temps à dîner hors de la maison, ou je ne sais pas, tout le monde fait du yoga, tout le monde fait des choses parce que déjà ils ont de nourriture,
plus ou moins chacun a une toite Sur la tête. pour dormir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la vie? Tu sais, on devient créatif. Il faut être créatif. C'est les prochaines tâches pour, si tu veux, se distract. Et se distraire. Pour se distraire de la misérabilité de la vie qu'on habite. Tu sais, l'art, c'est la sortie, la prochaine sortie pour oublier la mort, si tu veux. Oui, quand on n'a pas pour manger, la mort est là. D'accord? Quand on a pour manger, la mort devient un peu plus loin. Mais si on a trop de temps pour penser, la mort arrive très tôt. Alors, il faut trouver des distractions. Et la prochaine distraction, c'est l'art. C'est la créativité. C'est pour ça que je considère que la créativité, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Et il y a beaucoup de personnes, j'ai entendu beaucoup ça, qui disent je ne suis pas une personne créative. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est comment dire, je ne sais pas. Je ne sais pas faire de la cuisine ou je ne sais pas. C'est comme dire qu'être créatif, on va penser à faire des trucs comme du bricolage, du dessin. Tu sais, j'ai l'impression que quand les gens disent je suis pas créatif, c'est qu'ils voient ça comme une vision très limitée de son propre potentiel. De c'est quoi être créatif. Ouais. Tu sais, ça va être des trucs classiques, là, la peinture ou des affaires comme ça. Ouais, c'est pour ça que j'introduis tous ces contextes de la créativité comme les derniers steps dans la vie d'une personne. Tu sais, il faut qu'on s'occupe dans quelque chose. Et la créativité, c'est très important pour ça qu'on disait de le niveau d'énergie dans le corps de la vie. Toute la société, tout ça qu'on fait est complètement mis dans une routine. Chaque fois plus. Les plus que la société développe, le plus qu'elle devient routinaire. Pourquoi? Parce qu'une routine, c'est le plus facile de contrôler. Tu sais, si on faisait tout ça qu'on voulait quand on voulait, ce sera un chaos pour ceux qui contrôlent. Ouais. Il faut contrôler. Tu sais, il faut savoir où est-ce que les gens sont dans chaque moment. Donc ça pour la routine marche très bien. Et aussi, on habite tout dans des endroits très petits. Oui, on habite tout dans la ville et dans un petit appartement, chacun plus petit. Et il faut avoir une structure. Mais pour le corps, c'est terrible ça. C'est terrible. Et il faut seulement penser à toi. Hein? Quand tu fais... Moi-même, maintenant, j'ai beaucoup besoin de m'isoler, d'aller dans des endroits. Maintenant, je vais un week-end à Il Perrot. Je vais être toute seule dans une maison en face de la rivière. Avec 3 jours, c'est suffit. Je ne vais pas rester là. Il faut changer. J'ai besoin un petit peu de la ville, du bruit, et après un petit peu de repos. Et pour tous les corps physiques, on a besoin de constants différents stimuli. De mouvement. De mouvement. On a besoin de mouvement. Complètement. Nous, de notre hypothèse, je pense que c'est quand même assez confirmé que la société moderne, on est tellement on est dans nos têtes, on est avec les écrans. C'est une stimulation, une surstimulation constante qu'on n'avait jamais connue avant. Puis c'est récemment, cette année, en faisant toutes les recherches sur le mouvement, puis je me questionnais sur le sens du mouvement humain. C'est quoi bouger pour un humain? Parce que ce qu'on nous dit aujourd'hui, souvent quand on dit aux gens « il faut bouger, c'est bon pour la santé, il faut que tu bouges ça ressemble à, les gens pensent, je vais aller faire du jogging, je vais aller dans un gym, ou je vais faire peut-être du sport. Tu sais, souvent, c'est plus de routine. C'est ça s'inscrit, puis là, c'est dans notre horaire. Tu te dis, OK, je travaille lundi, je vais aller là le soir ou tôt le matin. Tu sais, puis on s'est rendu compte que ce carcan-là était plus stimulant. Et qu'est-ce qui passe? Ça marche pour 2 semaines. Exact. Puis pour 2 semaines, ça marche parce que tu bouges un peu et tu changes un peu ta routine. Et après 2 semaines, non, ça revient. Mais c'est dur parce qu'il y a un chaos, puis là, on revient au confort, mais aussi parce qu'il n'y a plus de sens dans le mouvement.
On s'est rendu compte qu'un des sens du mouvement, c'est l'humain avant bougeait pour cuisiner, faire des choses pour survivre. Il bougeait pour jouer, puis il bougeait pour créer des choses. Quand tu parles de créativité, au début, moi aussi, la créativité, je voyais ça comme faire du dessin, faire de la peinture, des trucs avec des crayons. Puis j'ai réalisé que l'humain a besoin de créer, mais avec ses mains, comme de créer des objets, de construire sa maison, d'agir dans le monde physique. La cuisine. La cuisine, d'agir dans le monde physique. Puis aujourd'hui, avec les écrans, on est dans un monde virtuel constamment. Puis notre tête est surstimulée. Puis on se sent fatigué. Mais le corps, lui, a besoin encore de bouger, mais il ne bouge plus. Puis là où j'ai retrouvé du sens, c'est de commencer à faire des choses avec mes mains et de créer. Peu importe c'est quoi, tu sais. Ou de jardiner. Juste toucher des plantes, connecter avec ce qui est vivant. Tu sais. Fait que c'est ça, les gens qui viennent à tes ateliers, j'imagine qu'ils viennent de tout horizon. Puis c'est juste cette énergie-là qui va les habiter puis les inspirer dans la vie quotidienne. Dans les ateliers ici qu'on a fait à Montréal, on commence par les premières étages très simples. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'atelier parce que je présente les ateliers dans un étage très, très simple et basique de se détendre. Parce que c'est la conséquence numéro 1 de la vie qu'on a parlé maintenant. Si on ne se bouge pas, si on se réveille et suit une vie routinière 5 jours, 6 jours à la semaine, on devient très tendu. Tendu, oui. Très tendu. Je le sens, là, je suis comme... Ouais. Parce qu'on utilise le corps de manière très, très répétitive et tout le temps, pas comme le corps veut se bouger. Si je suis dans l'ordinateur, oui, je fais ça. C'est pas ça que mon corps veut faire. Mon corps peut-être veut nager, veut sauter, veut danser, veut faire l'amour, je sais quoi. Mais il veut pas faire ça. Mais je le force à faire ça. Et je le forçais depuis que j'étais 5 ou 6 ans. Donc ça ne devient pas quelque chose que je sens où je suis en train de forcer mon corps. Non, c'est déjà une habitude. Mais cette habitude développe beaucoup de tension qui est la raison de beaucoup de conditions et maladies qu'on connaît aujourd'hui. Beaucoup de gens sont l'anxiété. On se dit anxiété en français? Anxiété, oui. Anxiété, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais... on ne sait pas c'est quoi? Beaucoup de personnes l'utilisent pour différentes choses. Okay. Et qu'est-ce qu'ils font les médecins avec l'anxiété? Qu'est-ce qu'ils font? Ils te donnent des médications qui, basiquement, ce qui fait, je ne sais pas comment dire en français, it collapses you. It numbs also. It numbs you. So, oui, c'est normalement la vie qu'on a dans la société moderne déjà promouvoir un désengagement de l'esprit et le corps. Ça seulement renforce cet phénomène. C'est terrible. Ouais. Mon expérience avec l'anxiété, de la plupart des gens que j'ai connus qui on a travaillé avec ça, c'est un état de beaucoup d'énergie qu'il ne veut pas laisser bouger. Ouais. Parce que normalement, ça a à voir avec de la rage, avec de la peur, avec beaucoup de choses qu'il soutient dans sa vie routinaire, parce qu'ils n'ont pas l'endroit où la laisser aller. Et quand on soutient ça pendant beaucoup de temps, qu'est-ce qu'il sent? Il sent beaucoup d'activité ici et qu'il ne peut pas respirer. On parle généralement, ces cas est différent vraiment. C'est la conséquence de soutenir le corps pendant beaucoup de temps et de désengager de l'expérience qu'il sent. Parce qu'on entre dans un grand thème que aussi je développe aux ateliers, que c'est les émotions
et toutes les structures sociales des émotions dans la vie. Même comme on a une routine, on a aussi une liste de valeurs de ce que c'est être bon humain et mauvais humain. Les émotions, normalement, ils ne sont pas très, très bonnes. Et en fait, si tu vas en médecin et tu dis que tu sens peur, il va te diagnostiquer avec un syndrome de je sais quoi, parce qu'avoir de peur et être malade. Quand avoir de peur, c'est l'expérience plus naturelle de tous les êtres vivants. Ouais. Tu connais un animal qui n'a pas de peur? C'est ça qui est fascinant parce que moi, je me suis décrite comme une anxieuse. Je me décris encore comme une anxieuse depuis des années. Puis quand je lisais les diagnostics, je me reconnaissais, parce que j'en ai jamais eu un officiel par un médecin, mais je me reconnaissais plus dans l'anxiété généralisée. Fait qu'il n'y avait pas une chose particulière ou un trauma ou une situation qui faisait que je suis devenue anxieuse ou que j'étais plus anxieuse. Puis il y a une partie de moi, encore aujourd'hui, que l'étiquette « je suis anxieuse » m'aide à me comprendre puis à expliquer mes émotions. Mais en même temps, ça a renforcé l'idée que c'est anormal ou que c'est un état fixe. Puis même moi, quand je le dis, j'ai cette double... comme je suis ambivalente. Puis j'essaie de moins utiliser ce mot-là. C'est la culture que tu as appris. Oui, puis ces temps-ci, je vois de plus en plus, on parle de plus en plus de dépression puis d'anxiété. Puis je pense que c'est important parce qu'on se rend compte que les humains, justement, on a des émotions partagées qu'on cache physiquement, puis on devient tendu, puis on devient des personnages, un peu. Hein. Puis, mais il y a aussi, c'est ça, comme tu l'amènes, cette réflexion-là de « mais attends, c'est-tu des maladies ou c'est simplement des émotions qui nous habitent comme humains, puis qu'on doit collectivement apprendre à les accueillir puis à les gérer. Puis que c'est pas nécessairement juste d'éprouver ça, une maladie terrible. Tu sais, je pense que ce qui est négatif, c'est d'essayer de le cacher, puis là, ça se transforme, puis ça empire. Mais l'émotion en soi, elle peut juste venir, puis passer, puis si on sait comment l'adresser. J'ai l'impression que tes ateliers aide à ce que ce soit comme plus fluide. Oui, c'est pour ça que les ateliers, je n'ai jamais répondu à ta question. Et, tout ce travail commence d'une façon très simple, que c'est d'apprendre à se détendre. Et je suis très surpris de que la plupart des gens qui viennent, ils font beaucoup de choses. Ce n'est pas des gens qui ne font rien. Et ils découvrent les ateliers, ils viennent à faire. Ce sont des gens qui font déjà des choses, qui ont fait beaucoup d'ateliers, qui ont fait beaucoup de... Ils sont curieux, ils ont essayé déjà beaucoup d'approches. De disciplines, de je sais quoi, yoga, de méditation. Et normalement, j'aime beaucoup de commencer avec un exercice qui prend presque 1 heure pour apprendre à détendre le corps. Et seulement ça change complètement l'expérience de tout le monde qui participe, presque tout le monde. Et tu peux voir ça dans les visages de la personne. Normalement, on finit, je demande, ça va comment? Et tout le monde regarde et il dit rien. Ils sont vraiment en silence. Donc, je dis ça pour montrer que beaucoup de ces conditions qu'on parlait avant viennent de comment on soutient le corps et ces façons de soutenir le corps aussi est le responsable, ça vient tout ensemble, de ça qu'on habite dans notre tête. C'est bordel qui habite dans notre tête. Tu sais? C'est complètement connecté. Et dans les ateliers, j'utilise une image qui pour moi, ça sert beaucoup. Et je dis qu'on va penser au corps en très différentes directions, mais c'est complètement artificiel. C'est un truc qu'on va utiliser pour parler,
pour comprendre, pour utiliser la langue avec une chose qui est naturelle, qui existe beaucoup avant que la langue. Et on pense avec les corps physiques, et on veut dire tout ça qu'on sent, oui, les muscles, les tendons, les corps mentaux, ça veut dire tout ça que je expérience comme moi, que normalement c'est 90% ça qui passe ici. C'est que je dis, qui est toi? Tu ne veux pas répondre, bon, je suis un bras, je suis une jambe, je suis une sensation très sensuelle ici. Non, non, non. Ça que tu vas m'exprimer, tout ça que tu habites ici. D'accord? Donc, nous nous apercevons 90 ou peut-être 99% comme tout ça qu'il y a ici. D'accord, on va avoir ça aussi en conscience. On a un corps physique, un corps mental et un corps émotionnel. D'accord? Alors, c'est pas vrai. Nous sommes un corps. Et tout ça est connecté d'une façon qu'aucune personne ne peut expliquer, spécialement pas la médecine ou la science. Parce que la science, la manière qu'ils font d'expliquer les choses, c'est de divider, divide and conquer. D'accord? Parce que s'ils veulent expliquer les corps comme la vie, c'est trop compliqué. C'est inexplicable. Alors, il faut divider, expliquer des petits morceaux. Mais des petits morceaux, c'est impossible d'expliquer rien. Parce qu'ils marchent tous ensemble. Mais à ma grande surprise, je vais essayer de retrouver la source pour les gens qui seraient curieux. Je vais le mettre dans les notes du podcast. J'ai écouté un podcast avec une chercheuse sur les émotions. Puis sa position, la science, je pense que la science, pour essayer de comprendre, va commencer par faire des parties, des morceaux pour les comprendre individuellement. Puis je pense que l'autre niveau de compréhension, ensuite, c'est de s'intéresser aux relations. Puis là, ça devient vraiment complexe. Puis j'étais heureuse d'apprendre, grâce à elle, que au niveau de la science, ça commence à intégrer plus ces relations-là, parce qu'elle expliquait qu'une émotion n'existe pas sans sensation physique et sans pensée. Voilà, ouais. Puis moi aussi, j'étais surprise parce que j'avais encore l'impression que la science les divisait, puis même de la difficulté à reconnaître certaines nuances émotives que c'est pas dans les discussions habituelles. Ce qu'on fait dans l'atelier, c'est de avoir ce que cette personne a dit, je ne peux pas le nom. Je ne me rappelle plus moi non plus, mais je vais essayer de retrouver la référence. Je sais que les participants de l'atelier comprennent ça dans son expérience. Donc on commence avec cet exercice de tendre le corps et je mets l'attention de dire, d'accord, comment vous sentez votre corps? Oh oui, très détendu, très légère, très fluide. D'accord. Et comment l'esprit maintenant? Ah d'accord, ouais. Et le plus silence, ouais. Moins de bruit, d'accord. Et votre émotion? Ah ouais, plus tranquille, d'accord. Donc, c'est rien de spécial, on sait ça, ouais. Mais il faut comprendre exactement ce que tu as dit. Il n'y a pas aucune pensée qui existe sans une sensation physique, qui existe sans une émotion. Donc, beaucoup de fois, on veut contrôler les émotions, on veut contrôler la tête. Et on développe tout le type de trucs pour contrôler les émotions et pour contrôler la tête. Et ça ne marche jamais. Moi, il fait beaucoup d'années que j'essaye. Mais, si on sait que le corps physique et tous les pensées et toutes les émotions existent ensemble, si j'affecte le corps physique, je vais affecter l'esprit, je vais affecter les émotions. Donc tout le travail se développe comme ça. Mais on utilise aussi dans une façon très très physique. On entre par la porte de le corps physique, c'est le plus facile. Mais on entre aussi par la porte de le corps mental et on entre par la porte de le corps émotionnel.
et on explore ces relations, mais tout le temps avec la référence du corps physique, parce que c'est ça que je peux contrôler. Donc, si je ne me sens pas bien émotionnellement, je vais vraiment être avec quelque chose qui s'est passé. Il y a beaucoup d'instructions, tout ça, les pensements positifs. Il faut penser, je sais quoi, quelque chose de beau, belle. Bon, je ne sais pas, peut-être il y a personne qui ça marche très bien, pour moi ça ne marche pas. De passer par la tête. Ouais, parce que je ne veux pas penser quelque chose de beau, belle. Il y a une chose qui me nuit, je veux penser à ça. Tu sais? Donc, les trucs que je veux dire, c'est que on a tout le temps le corps comme les références pour travailler pour les autres expériences. Et c'est très important parce que c'est ça que c'est réel. Tu sais, si je me sens ennuyée et je veux me sentir joyeuse, je ne sais pas comment tu vas faire. Si je veux te montrer ça, je ne sais pas comment tu vas te sentir. Ou qu'est-ce que tu vas dire avec ça. C'est le moins tangible. Tu sais? Et pour moi, la vérité, c'est très important. Dans les scènes, sur les scènes, et aussi sur le travail somatique que j'enseigne. Et le corps, c'est clair. Tu te sens détendu, tu te sens détendu. C'est pas que oui, tu peux mentir, mais... Ou tu peux être inconscient. Il y a des gens qui ne sont pas inconscient. conscients du corps. Mais sur les émotions... Mais on peut le mesurer. C'est très intangible, très intangible. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes dans des séances individuelles et ils arrivent et ils sont très tristes parce que ça et ça et ça et ça. Et on travaille dans le corps. Il y avait rien de tristesse. Ils étaient très ennuis, ils avaient beaucoup de rage. Mais la rage, c'est compliqué. Dans la société, c'est pas bien vu. Tu sais, la rage, je sens beaucoup de rage contre toi. Oh là là, tu es une mauvaise personne. Il faut pas sentir la rage. Tu sais, donc, si j'apprends ça, les moments que je sens la rage, je veux pas vouloir être conscient de ça. Et je parle de la rage pour ne parler pas de l'haine. La haine. La haine. Ouais. Et tout ça sont expériences somatiques. Moi, je ne suis pas un priest. Un prêcheur. Un prêcheur, je ne suis pas religieuse. Pour moi, la haine, la rage, ou la jalousie, ou la peur, ce sont des expériences physiques naturelles qu'on sent et on sent comme des animaux qu'on sent. Et ça s'est développé à Darwin pendant millions et millions d'années. Et je préfère qu'il ne vienne aucune personne avec une morale supérieure à dire ce qui est bien et ce qui est mauvais. Je ne sais pas. Moi, je n'ai aucune... bien sûr, c'est pas joli quand je sens de la haine ou quand je sens de la rage contre une chose ou une personne. Mais je ne veux pas me dire que je suis une mauvaise personne pour ça. Je vais essayer de travailler ça de la meilleure façon que je sais, principalement parce que ça m'affecte moi et parce que ça m'affecte mon autour. Mais c'est une expérience naturelle dans le corps. Et normalement, ce sont des expériences qui viennent comme un moyen de souffle, autrefois le mot. Survie. Survie. Ça s'est développé comme une façon de survie. Parce que s'il y a quelqu'un qui t'attaque, il faut que tu aies un peu de rage ou un peu de haine, parce que ce sont des énergies très from the root. Oui, il vient de le haut, il vient de la profondité de ton expérience. Ils sont très podereuses. Podereuses, tu peux dire? Non. Comment? Powerful. Ah, puissante. Puissante. Ils sont très puissants. Et c'est pour ça que dans la société, ils ne sont pas bien vus. Ouais, parce que j'utilise ça pour mettre des limites à quelqu'un, pour dire non, pour dire ça arrive jusqu'ici et c'est fini, et ça définit ma survie dans une situation. Il va y avoir un gens qui vont être pas confortables avec ça. Ils vont dire faut être tempéré. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu es irrationnel.
Oui, je suis rationnel, je suis corporel. Tu sais? Je parle de ça dans un contexte général, mais ça, c'est à the root, à la racine de beaucoup de problèmes que beaucoup de gens ont avec son corps et ses émotions. Et la solution qu'on donne à ça dans la société moderne, c'est pour oublier tout ça que je sens, que normalement ce sont des naturelles réponses à situations qu'il faut que j'arrête d'une façon ou d'une autre. Oui, pas avec de la violence, mais avec une énergie qui mon corps génère parce que j'ai besoin de ça. Alors, négliger cette énergie ou dire c'est pas bon, ça me met dans un chemin que je vais contre ma nature. Et quand tu vas contre ta nature, ton corps entre dans un état de lutte. C'est de l'énergie qu'on passe sur des combats intérieurs qu'on n'a plus pour notre vie quotidienne, ou pour être créatif. C'est ça qui est particulier. Ouais. Il y a des journées où je me sens drainée. On dit, les gens, ils sont fatigués. Les gens sont... C'est ça, on n'a plus de vitalité. On vit dans un monde où on survit, on est très bien, on n'a plus besoin de se battre, de lutter pour survivre. Puis on arrive à un niveau de confort où on ne sait pas plus quoi faire. On peut faire tout ce qu'on veut, puis on ne sait plus quoi faire. Il y en a qui n'ont plus l'énergie de se lever, puis c'est un état plus dépressif, tu sais. Oui, moi, ça me fascine de comprendre pourquoi. On peut faire tout qu'on veut, ouais. Mais en même temps, on peut faire presque rien. Parce que si quelqu'un vraiment m'ennuie beaucoup, chez moi, au travail, je peux faire... Oh non, c'est terrible. Tu es une personne vraiment dans la société. Si tu vas à l'Afrique et tu ennuies quelqu'un, tu vas voir, ils sont très vivants. Tu sais, il va avec tout son corps, il va créer, il va faire ça qu'il doit faire pour mettre ses limites, et il va partir tranquillement. Il va arriver à la maison. Oui, je suis pas contente. J'ai crié aujourd'hui. Ils sont comment les Espagnols? Parce que moi, j'ai la vision... Au Québec, je trouve qu'on a un mélange. Des fois, on a un côté plus... peut-être c'est le côté anglophone, mais genre plus tempéré. Puis on a le côté latin, un peu plus chaleureux. Ouais, mais ça les Espagnols et les Italiens, je trouve qu'ils sont plus expressifs. Mais non? C'est en train de changer. Ça dépend où tu y vas. Si tu vas à Barcelone, à Madrid, la grande ville, normalement, on est tout bien été éduqués sur ces paradigmes que je décris. Oui, on est développé très social skills, comme les Anglais, oui, qui sont au fond de tout. Et on a appris aussi à réprimer notre émotions et à utiliser un langage que rien vraiment... on ne dit pas les choses. Mais si tu vas au sud, au petit village, encore, tu trouves des gens qui sont un peu vivants et qui vont être plus simples et plus clairs avec ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Moi, j'aime bien ça. Ouais, hein? C'est très effectif. Ouais. Mais c'est drôle parce que moi, c'est ce que j'apprécie des gens. Quand il y a une authenticité dans l'énergie, la posture de la personne, puis que tu sens que c'est pas pour être méchant, c'est juste parce que c'est ce qu'ils pensent, puis que ce soit exprimé, ça fait du bien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'admire chez les autres, puis que j'ai de la difficulté des fois à faire moi-même, de dire ce que je pense sincèrement puis spontanément, parce que ça passe par mon cerveau avant, tu sais, ça fait... Puis là, après, je donne une réponse. C'est bien que ça passe par le cerveau, parce que sinon, moi, j'aurais beaucoup plus de problèmes que j'ai déjà. C'est bien, mais il faut trouver comme tout. C'est pas que je propose à les gens d'aller partout. Ah, qu'est-ce que tu m'as fait? Je me sens très bien maintenant. Non, le cerveau aussi a une fonction. Oui, on n'est pas sauvage. On n'est pas un lion. Tu sais, tu vas un lion et tu prends quelque chose de le lion et le lion, basiquement, te tue et te mange pour repas. Oui? On n'est pas ça, d'accord? Mais il faut trouver l'équilibre de force entre la rationalité intellectuelle et la nécessité du corps et de ton esprit et de ton intégrité qui n'est pas ici.
ton intégrité est ici. Tu sais, on parle, les langues et les gestes à développer pendant beaucoup d'années. Et on parle ici de moi, ici dans la poitrine. Ouais. On parle de l'intégrité, on parle de moi, des émotions. Ouais. Maintenant, tout est ici. On devrait changer et tout le monde fait moi, je sens. Ouais, parce que maintenant, toute la science dit que les émotions n'existent pas. Les émotions sont seulement au cerveau. D'accord? Je ne peux pas dire maintenant, je sens. Non, je ne sens pas. Je sens maintenant. Je sens et je suis, je pense. Puis, fait que dans tes ateliers, fait qu'il y en a un, c'est juste commencer par se poser. Puis c'est drôle parce que c'est un peu notre approche aussi avec Renard, c'est de dire, les gens sont déjà tellement stressés. Le but, c'est pas de dire, bouge encore plus, il faut comme détendre l'esprit avant de réanimer le corps. Fait qu'une fois que vous atteignez un certain niveau de détente, c'est quoi les autres dimensions de vos ateliers? Parce qu'il y en a d'autres, je pense, c'est plus en mouvement. Ouais. Il y a... j'ai quelques ateliers plus monographiques, de un thème, monothématique. Oui. Monothématique, ouais. Les deux introductions que j'ai, c'est le corps somatique, où j'introduis ces relations entre les pensées, l'émotion et le corps physique, et comment se détendre et trouver, et aussi comment se relationner quand je sens des émotions dans mon corps, qu'est-ce que je dois faire, vraiment. Introduire l'émotion comme énergie que mon corps révèle pour que je l'utilise, parce que j'ai besoin de ça dans ma vie. C'est l'ingrédient que mon corps me donne pour actuer, pour faire des actions. Oui, pour agir. Agir, pour me relationner avec ce qu'il passe dans mon autour. C'est le premier. Et le deuxième, c'est le corps créatif. Okay. Alors, après que j'ai appris à me relationner avec moi-même, et je suis dans un état plus ou moins détendu, plus ou moins en silence, plus ou moins équilibré émotionnellement, et qu'est-ce que je fais maintenant avec ma vie? Bon, je commence à créer. Je commence à me développer comme un être qui cherche, qui veut comprendre, qui veut poser des questions, qui veut investiguer, et qui vraiment récupère les qualités qu'on a, qui fait de nous des êtres intéressants, des êtres curieux, des êtres que tu peux voir dans les petits enfants. Tu sais, ils ont un corps, quand ils ont 1, 2, 3, 4 ans, 4 ans. Son corps mental n'est pas encore développé, fortunately. Ils habitent très heureux. Émotionnellement, oui, ils n'ont pas développé des réactions. Oui, les émotions sont très fluides. Oui, ils ont de rage, ils ont de tristesse, ils pleurent, ils ont quoi, ils s'expressent. Ils n'ont pas développé ce type de répression. Donc, ce qu'il faut, c'est être créatif tout le temps. Et ça lui fait très heureux. Il fait des erreurs? Non, heureux. Heureux. Okay. Happy. Oui. Ils sont happy tout le temps. Tu sais, ils ont de la rage. Après, c'est fini. Tu sais, ils sont fluides dans sa vie. D'accord? Donc, ça, c'est part aussi de la vie. C'est drôle parce que, excuse-moi, ça me fait réaliser. Hier, j'allais pas bien. J'étais vraiment anxieuse. Puis aujourd'hui, je me sentais vraiment mieux. Puis là, je me trouvais folle. Mais tu me fais réaliser, en fait, que comme un enfant, l'émotion, elle part puis elle vient. Puis c'est ça qui est... c'est normal. Fait que là, j'essayais de me dire, non, il faut que je sois stable. Il faut que chaque jour, c'est la même chose. Puis là, je sentais que j'avais échoué dans mon intelligence émotionnelle. Mais là, tu me fais réaliser, en fait, que les émotions, comme ça va, ça vient. C'est quoi stable? Montre-moi une chose stable dans la nature. Non, il n'y a rien. C'est quoi stable? Stable, c'est ça que me va bien à moi. Oui, j'habite avec toi, je te veux stable. Parce que sinon, il faut que je mette attention sur toi. Aujourd'hui, tu es triste,
Aujourd'hui, tu viens avec de la rage. Moi, je veux regarder Netflix. Je veux pas regarder ta rage. Oui, stable, c'est confortable pour moi. Mais pour toi, quoi? La vie se débrouille. Oui, il n'y a rien de stable. Et encore, je parle de le présent, mais comment être vivant que nous sommes histoire aussi. Et ça, on pourrait faire une autre interview d'1 heure parce que c'est très loin. Mais c'est une chose que j'introduis très énormément. Oui, je voudrais développer ça dans un atelier aussi, mais c'est un peu plus compliqué. Et je parle de l'histoire dans notre expérience. Pas la mémoire. La mémoire, c'est l'histoire du corps mental. Mais le corps émotionnel et le corps physique ont une histoire aussi. L'histoire du corps physique, tu vas comprendre très rapidement. C'est l'attention. Ouais? L'attention. L'attention. Pas l'attention. L'attention, ouais. Quand on a des zones, parties de mon corps qui sont très très tendues, ouais, c'est l'histoire de mon corps. C'est comment moi je soutiens cette part de mon corps dans ma vie. Et ce sont des endroits spécifiques pour chaque personne. C'est relationné avec comment je réagis dans différentes choses de ma vie. Et chacun réagit de façon différente. Oui, il y a des personnes qui jamais s'ennuient, et il y a des personnes qui s'ennuient beaucoup. Donc, chaque personne a différents types de réactions. Et l'histoire de mon corps émotionnel. Je veux dire très, très vite, si moi je suis une personne qui a appris à réagir contre la rage dans ma vie, par lesquelles situations, ouais. Moi j'ai un excessus. Un quoi? Excessus? Exercice? Non. Exercise, non? Excess. Excès? Excès? Too much. Oh yeah, excès. J'ai un excès de rage dans mon corps. Tu sais, si tu penses à un petit garçon qui, son parent, comment on dit? Il donne la fessée. Les fessées, ou ils sont tout le temps en train de discuter, oui. Le garçon peut crier un peu pendant quelques mois, quelques années, mais il va apprendre à soutenir cette rage. Donc, dans mon corps, il y a un rage soutenu. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui passe dans mon entour, ça va réveiller cette rage, mais ça va être trop pour moi, parce que moi, je voudrais vraiment exploser, et je ne peux pas exploser dans ce monde, vraiment. Donc, je vais réagir plus fortement contre cette rage. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je vais par ma vie plein de rage dedans. Donc, quand on parle de le corps émotionnel, on parle aussi de l'histoire. Et il y a beaucoup de fois que je me sens très triste et je dis, mais pourquoi je me sens tellement triste maintenant? Il n'y a pas de raison. Tout va bien aujourd'hui, justement aujourd'hui, tout va bien. Mais je suis triste, pourquoi? Bon, c'est pas seulement maintenant que nous sommes. Nous sommes aujourd'hui, mais nous sommes aussi toutes les années qu'on a vécues et qui sont dans notre corps. Physiquement, mentalement, avec toutes notre conclusions, idées et mémoire, et aussi dans notre émotions. C'est pour ça que dans notre vie, on développe beaucoup de problèmes dans quelques émotions spécifiques. C'est pas que normalement on a. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes avec la tristesse, mais tu sais, ont beaucoup de problèmes. Ils jamais se permettent d'être furieux, mais ils pleurent très facilement. Tu sais. Oh, le contraire, tu sais, personnes qui tout le temps, mais rien ne le touche. Ils ont appris à développer, ils sont très connectés avec cette rage qui est principalement historique, parce que les choses qui passent autour peut-être n'ont pas besoin de ce niveau de rage, mais ils ne veulent jamais être touchés pour rien. C'est ça comment on croit. Hein? C'est the beauty and
in the terrible ways. Notre corps se développe. Et tout ça est visible dans le corps. Tout ça est visible. Et quand on ne se bouge pas... Oui, est visible, très visible, très visible. Et quand on ne se bouge pas, ça devient encore plus répressé. Réprimé. Puis tendu. Fait que quand tu dis qu'on le voit dans le corps, c'est comment les gens bougent. Selon nos tensions, selon nos raideurs, au visage. On va bouger différemment. Combien de hommes plus de 40, 45, 50 ans, tu connais qu'ils sont comme ça? Ou des vieilles dames, oui, ils ont souffert beaucoup dans sa vie. Beaucoup de grand-mères, que tu arrives. Grand-mère, comment tu es? Très bien, très bien. Ma grand-mère est comme ça. Un peu. Ma grand-mère est adorable. Ma grand-mère est italienne. Elle a vécu une enfance vraiment difficile à Montréal. Enfant d'immigrants italiens. Il y a comme une souffrance qui a été emmagasinée puis qui n'a jamais été tant verbalisée. Puis elle est à la fois très positive, elle va toujours vraiment nous encourager. Mais il y a une tristesse dans ses yeux comme qui est restée là. En tout cas, c'est un autre sujet. Ouais, c'est visible. Mais on le voit, on le sent. Puis des fois, c'est pas conscient, mais on va le sentir chez l'autre personne, puis on va être comme quelque chose qui cloche, puis je peux pas l'expliquer. Ouais. Fait que ça, c'est adressé dans tes ateliers. Quelqu'un à la maison, là, qui voudrait faire ton atelier, là, tu repars à Barcelone, fait que ça sera pas pour tout de suite. Mais quelqu'un à la maison qui aimerait par nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas un expert comme toi avec nous pour nous guider? Est-ce que tu aurais des conseils ou des exercices de base, un ou deux, que ça peut nous aider à vivre, à ressentir mieux notre corps comme tu l'amènes dans un atelier? Tu vois, ouais, je vais te montrer un exercice maintenant que tu peux faire. OK. Mais tu vois, l'attention corporelle, c'est une chose qu'on a perdue. Ça fait tellement de temps que la récupérer, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Et parce que, on a parlé de ça, depuis qu'on a 406 ans, on a été entraîné à perdre notre attention pour notre corps. Donc, je ne sais pas, il faut vaincre quelqu'un que tu t'entraînes à ne pas sentir ton corps, il faut plus de... il faut donc récupérer ce temps, ça prend beaucoup de temps. Et c'est 10 minutes, 10 minutes meditation apps. Il prend beaucoup de temps pour apprendre à méditer vraiment. Mais des fois, c'est le premier pas. Ouais. En fait, le premier pas, là, il y a un momentum, puis là, on s'agrandit. Right? Ouais. On sait tout que la respiration, elle joue un rôle très important dans notre expérience d'être vivant et de la tension, les émotions, les pensées. La respiration est connectée à tout ça de façon incroyable. C'est notre partie que j'essaye de toucher dans tous les ateliers. Donc, et aussi la respiration, on développe des routines aussi pour respirer. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui respirent seulement ici, beaucoup de gens qui respirent seulement ici, la vélocité, tout ça. Donc, seulement de respirer, mais prendre du temps. Tu sais, il y a tellement de gens qui ne peuvent pas s'étendre 5 minutes et respirer. Et il dit, mais je ne peux pas faire ça parce que je commence après 1 minute. Oui, mais ça que tu trouves, c'est ça que tu habites avec. C'est ça que tu habites. Donc, oui, je comprends, mais quand tu arrêtes, tu décides de continuer en train d'habiter avec ça. Ça va développer pas bien. Ça ne va pas disparaître quelques jours. Si tu ne l'adresses pas, il va continuer cette expérience. Je sais, tu fermes les yeux, tu concentres ta pensée à ta respiration et tu ne peux pas. Ouais, mais il faut. Donc, il y a un exercice qui t'aide avec ça et il fonctionne normalement, on respire en 2 étapes. On inspire et on expire.
Donc, la proposition, c'est de respirer en 4 étapes. Ça t'aide un peu à aider de distraction. Donc, ta tête est attente à quelque chose qui est plus que la respiration. Et c'est une respiration spéciale, on va dire. D'accord? Et ça t'aide à maintenir ça pendant 5 minutes. C'est un exercice que tu peux commencer à faire 5 minutes. Et tu peux continuer à 6, 7, 8, 15 minutes. Si tu arrives à faire ça 15 minutes chaque jour, au matin et au soir, tu vas avoir une importante chance dans ta vie. Sûrement. Très, très sûr. Donc, les 4 étapes, c'est très simple, on peut la faire maintenant. Okay. C'est plus facile de le voir que de l'exprimer. Si je l'exprime seulement, ça va être un peu compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va inspirer, on va soutenir la respiration, on va expirer et on va soutenir. Tu connais ça déjà? Il y a le yoga. Oui, on fait ça. On fait des exercices de... On soutient combien de temps? On va faire 5 secondes. Oui, 5 secondes plus ou moins. Et la même chose, il doit utiliser la respiration dans toute la capacité. Donc, si pour quelques personnes, c'est très facile de faire 3 ou 4, ou tu peux aller à 6, 7, 8. Ça va comme toi. Le temps que tu as besoin pour gonfler et expirer. J'inspire, je retiens, j'expire. Ouais, je veux te dire. Alors, on laisse aller l'air. On inspire. Arrête. Laisse. Arrête. Inspire. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Arrête. 1, 3, 4, 5. On ferme les yeux. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Arrête. 2, 3, 4, 5. Laisse. 2, 3, 4, 5. Hold. 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que tu sens? Bon, c'était moins de minutes, mais... C'est fou! C'est tellement simple. Ça fait du bien. Il te met en contact avec ton corps à travers ta respiration. On dirait que ça le fait un... Tu sais, malgré le fait qu'il y a des caméras et des écrans. C'est un peu atypique. On dirait que ça a juste vidé mon esprit un peu comme... C'est juste comme paisible. Il relâche un peu l'attention. Et le plus important, il faut que tu fais attention à la respiration, que c'est une chose pas facile de faire, normalement, si tu peux entraîner. Parce que comme il y a ces 2 phases, et il faut compter tout ça, il faut être attent. Si tu commences à penser dans quelque chose, quelques trucs, tu vas te perdre. Ouais. Alors c'est un peu un jeu, et te connecte beaucoup avec ton corps. Et il y a des autres implications, mais je crois que c'est une chose que je suggère. Je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant le matin, puis le soir. Ouais. Si tu peux faire au moins 5 minutes, si tu peux 10 minutes, 10 minutes c'est mieux. Je vais commencer par 5. D'accord, 5. 5 c'est 5 powerful en février. 5 minutes, matin, soir en février. Puis dans 1 mois, je vais t'écrire. Oh, amazing. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais il ne faut pas faire au lit. Ah, OK. Je me réveille, d'accord, je le fais parce qu'après 2 minutes, tu dors un autre fois. Alors, tu te réveilles, tu fais les dents, les cafés, ça que tu veux. Et avant de commencer l'activité, tu restes, sinon ici, avec une yoga mat ou quelque chose comme ça. Et après aussi, tu peux faire avant de dormir. Mais si tu fais aller peut-être à 3 minutes, tu dors. C'est sûr. Ouais. Donc, et tu me dis, oui, j'ai beaucoup d'intérêt à savoir. Parfait. Et c'est ça que j'ai réalisé. J'ai réalisé que j'avais des difficultés à avoir une routine dans mes habitudes de vie, comme bien manger, dormir. Fait que ça, j'ai créé une routine autour de ça. J'essaie de rester vraiment disciplinée. Parce que cette stabilité-là,
ça me donne l'espace dans ma vie professionnelle avec le projet d'être créative. Puis là, ça peut être plus chaotique parce que mon ancrage, c'est des gestes quotidiens. Fait qu'on a développé l'habitude chaque semaine, à chaque mois, on se fait une revue de différentes dimensions de notre vie. Comment on mange, comment on dort, la spiritualité, comment ça se passe. Mais j'ai pas fait d'exercice de respiration encore. Fait que je vais l'ajouter à ma routine du matin. C'est intéressant ce que tu dis de les mouvements et gestes dans notre vie. Parce qu'une chose, on n'a pas parlé de la classe de mouvement que je fais dans les projets. Mais j'étais surpris de voir combien de gens, dans la classe de mouvement, on fait un type de mouvement justement pour explorer la capacité de mouvement que nous avons dans notre corps. Parce qu'on n'utilise pas. Parce que dans notre vie, ce qu'on fait, c'est ça que si on voit les vidéos aujourd'hui et la vie d'une personne, rarement tu vas trouver quelqu'un qui fait comme ça. Comme ça. Ouais. On peut faire beaucoup de choses. Donc, ce sont des angles, des positions, des choses que je fais avec mon corps que je ne fais jamais. S'il y a des mouvements, des angles que tu ne fais jamais, le corps perd cette capacité de faire. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se toucher ici non plus. Moi, presque je n'arrive. Et c'est une chose seulement que je ne le fais pas. Si tu commences à le faire, tu vas arriver à le faire. Donc, on perd mobilité dans notre corps. Et j'étais surpris comment dans quelques classes de mouvement, je dis, d'accord, on va m'ouvrir les bras grands avec la musique. Il y a des gens qui vraiment sont incapables de faire ça. Ah oui? Ouais, il fait comme ça. Parce que ça fait mal ou parce qu'ils sont timides? Par la capacité d'occuper un espace, de vraiment... Ça dit beaucoup de la personne dans sa vie. C'est vraiment une personne qui ne peut pas se mouvoir comme ça, qui te dit, mouvre les bras grands, et il mouvre comme ça. Et ça montre quelque chose de sa personne dans sa vie. C'est pour ça que ce projet sur comment on bouge dans notre vie a des implications très très importantes pour qui est la personne et comment est la personne dans sa vie. Ouais? Parce que tu veux, comme on parle, tu peux développer le même projet sur la voix. Comment la personne parle, les types de tons, le volume de la voix, tout s'expresse sur notre physicalité. Comment nous sommes, comment nous nous trouvons dans notre expérience somatique. C'est beau de voir qu'est-ce qu'on peut percevoir des gens, qu'ils veuillent ou non. Est-ce qu'il y a... justement, quand je voyais tes ateliers, je regardais les images du mouvement, puis justement, ça me paraissait inhabituel. Puis même dans certains cas, ça semble weird. Weird. Ouais, parce que ce n'est pas un travail esthétique. C'est ça, c'est pas une chorégraphie. C'est pas toi qui dis aux gens quoi faire, comment le faire. Tu les invites, ils font leur posture, puis après, j'ai l'impression... comment est-ce que tu diriges les gens, en fait? Ça ressemble à quoi ton atelier de mouvement? Concrètement, tu as donné l'exemple des bras, mais quel autre truc vous faites sur place? Les ateliers de mouvement sont destinés justement à casser toutes les routines qu'on a développées dans notre corps. Comme je dis, c'est un peu difficile d'expliquer à ça, je vais essayer. Parce que ça connaît, définit aussi comment nous bougeons, ou comment on bouge, ça définit aussi qui nous devions. Ça te définit? Définit, oui. Qui on devient? Oui. D'accord? Regarde, si moi j'ai ces problèmes dans ma vie qui je ne réponds pas, donc je deviens plus fermé, je garde ma énergie, ma rage, ce que je crois, d'accord? Et ça vient avec une posture corporelle, d'accord? C'est clair. Donc, je veux aller dans ma vie comme ça.
Et tu peux voir ça. Il y a beaucoup de... Tu vois, les hommes, tu peux trouver beaucoup de gens comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de gens comme ça. L'inverse. Ouais. Ouais. Donc, tout ça vient avec d'efforts. Ouais. C'est pas gratuit. Pour faire ça, il faut faire un effort. C'est pas mon corps qui va comme ça naturellement. Et pour faire ça aussi, il faut faire un effort. Et tout cet effort, c'est ici et ici. Pour bomber le torse, pour ceux qui écoutent le podcast. Parce qu'il y en a qui écoutent, ils vont pas nécessairement regarder la vidéo. Fait que tu m'y mets des postures, genre soit renfermées avec les épaules en avant, ou au contraire, le torse bombé. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec des problèmes d'épaule, qui me disent oui, parce que je le médecin, je sens, oui, et j'essaie de faire ça. Oui, tu sais le contraire, mais il ne faut pas faire le contraire, il faut laisser. Tu sais, ton corps va récupérer la position qu'il a besoin d'avoir naturellement. Mais si tu as un effort sur tes épaules et sur ta poitrine pour être ça, faire l'effort contraire, ce sont deux efforts. Tu sais? Ça tire en avant puis ça tire en arrière. Oui, il faut laisser cet effort, laisser. Tu sais, détendre. C'est un mouvement qu'on peut faire, on peut apprendre à faire. Donc ça venait pour dire que ça définit mes mouvements aussi. Tu sais, je veux me bouger d'un type de façon concrète, tu sais, je suis triste, je ne suis pas triste comme ça. Je suis triste d'une façon très particulière. Et tu peux voir ici les implications de tout ça que je parle et le métier de l'acteur. Donc, quand on fait les ateliers de mouvement, j'invite à la personne à bouger différentes parties de son corps. Donc, par exemple, je dis de bouger l'épaule. Et quand la personne bouge l'épaule consciemment, avec attention, et aussi je demande de bouger dans toutes les possibles façons qu'elle peut trouver. Donc, quand je fais ça, et on arrête le mouvement avec les temps de la musique, parce que ça a une structure, on va dire. Sinon, on fait ça sans attention. Amène la musique donne un rythme. Et j'arrête le mouvement. Je bouge, mais arrête avec la structure de la musique, parce que ça me permet d'être attent à ce que je fais. Sinon, personne danse. L'attention n'est pas dans le corps, elle est partout. D'accord? Alors je dois arrêter avec la musique et je bouge. Et ce que je fais, et j'utilise mon corps d'une façon que je n'utilise pas quand je suis dans mon personnage. Donc, si je fais ça pendant suffisant temps, le personnage peut disparaître. Et ça passe beaucoup qu'après, les gens se sentent complètement différents après de la classe, et ils sortent et font beaucoup de choses qu'ils ne font pas normalement. Est-ce que tu as un exemple concret? Oui, dans les vidéos, tout le monde parle comme ça. J'étais très très content les ateliers en Australie. On faisait 3 classes à la semaine. Et il venait une personne de 70 ans, une femme, qui elle explique dans les vidéos que son docteur, il avait dit de ne pas bouger beaucoup, elle avait une condition au cœur. Et pas bouger beaucoup parce que son état physique n'était pas très bon, et s'il bougeait trop, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qui va passer avec le cœur. Alors, elle me dit ça, et je dis, oh là là, tu sais, je ne sais pas, je ne contrôle pas le cœur de la personne. Et je lui dis, d'accord, mais fais ça tranquillement. Tu sais, si tu te sens fatigué, arrête. Parce que je ne dis pas, chaque personne se bouge comme elle veut. Il y a personne qui fait comme ça. Il y a personne qui fait comme ça. Tu sais, ça change. Chaque personne a besoin, et tout ça se développe dans différentes classes. Donc elle explique, au fin de l'atelier, ça durait quelques semaines,
qu'elle est complètement surprise, qu'elle a beaucoup plus d'énergie, que quand il arrive 10 heures du soir, normalement, elle était très fatiguée, elle allait dormir. Et maintenant, elle va dormir beaucoup plus tard, elle se réveille beaucoup plus tôt. Et surtout, elle se sent beaucoup plus capable de faire beaucoup de choses qu'il pensait qu'il pourrait faire jamais non plus par son âge. Wow. Et c'est seulement parce qu'il a arrêté d'investir d'énergie dans beaucoup d'efforts qu'il y avait sur tout, parce qu'elle était un peu comme ça. Renfermée vers l'avant. Elle avait beaucoup de tension. C'est comme ça protégeait son cœur, en fait. Peut-être. Ouais. Et ça, vraiment, tu sais, si tu crées beaucoup de tension ici, je pense, je sais pas, j'ai pas une connaissance comme ça de l'intérieur du corps, mais si tu crées beaucoup de tension, peut-être le corps n'a pas beaucoup d'espace pour faire sa fonction, et ça peut devenir des irrégularités physiques et somatiques, tu sais, que toi... Donc, oui, elle expliquait ça, qu'elle se sentait beaucoup plus... elle dormait moins, elle avait beaucoup plus d'énergie. Beaucoup de gens expliquent ça. Il y avait une personne qui, la première fois qu'elle venait à un atelier de mouvement, 7 jours, elle était à la maison, faire beaucoup de mettre d'ordre et nettoyage jusqu'à près de minuit. Et qu'elle était complètement bouleversée parce que normalement, à 10 heures, elle collapse devant la télévision au sofa. Elle jamais nettoie la maison. Et elle était complètement comme ça. Une autre personne qui était danseur, elle disait qu'après l'atelier, il avait beaucoup des idées pour ses ateliers et ses chorégraphies. Mais ces idées, c'était pas des idées comme ça. Elle sentait que les idées venaient d'une expérience plus de tout le corps. Et voilà, c'est le corps créatif que je parlais après. Donc, oui. Et on fait seulement dans ces... seule chose qu'on fait, c'est de bouger le corps, mais ça développe et ça casse les modes comme on soutient le corps. Quand on casse les modes comme on soutient le corps, on casse les personnages qu'on a construits pendant beaucoup d'années et on devient quelque chose de nouveau, plus connecté avec qui nous sommes ou qui nous voulons être et inconnu. Et c'est très important. Parce que si tu les présentes à quelqu'un l'idée de tu veux être quelqu'un plus connecté avec toi-même, avec beaucoup plus d'énergie, avec plus qui habite une vie plus à la direction de ton esprit, de ton essence, mais tu vas pas savoir quoi. Peut-être il va y avoir assez de gens qui vont dire bon, non. Je veux savoir, mais on ne peut pas savoir. Pour le vivre, pour le savoir. Ouais. Il faut savoir, mais il faut comprendre que si nous voulons être complètement vivants, il va avoir tout le temps une part d'incertitude. Ton français est vraiment bon, excuse-moi. Incertitude, et c'est la peur que j'essaie de inviter à mes acteurs à befriend, être amis. Parce que la réalité, tout le temps, il y a une grosse incertitude, spécialement ce temps qu'on habite maintenant. Tu sais, et si on veut être complètement vivant, il faut embrasser cette incertitude. Aussi sur toi-même. Parce que sinon, quoi? Tu veux signer un contrat, c'est que tu vas faire sentir et vouloir le reste de ta vie. C'est fou. Mais c'est une belle invitation. Je vais regarder l'heure parce que le temps file. Ouais. C'est la soirée de ton départ. Oh, fait que... On a atteint notre chrono. Ouais, c'est la soirée de ton départ. Tu vas être... il y a une petite fête avant que tu quittes Montréal, tes amis de Montréal.
Je te disais, je parle beaucoup. C'est correct, moi aussi. J'aime m'écouter. Les gens qui veulent te suivre, parce que je pense que là, tu te promènes un peu partout dans le monde, mais ça se peut que tu reviennes à Montréal, peut-être éventuellement. C'est quoi la meilleure façon de te rejoindre ta troupe? Site web, Facebook? Oui, Instagram? on est actif Facebook et Instagram. Ouais. Surtout, moi, je travaille plus sur Facebook et Clara, elle travaille plus sur Instagram. OK. Parce que ouais, pour moi, c'est l'espace de Facebook pour écrire des choses et tout ça, et mettre des vidéos, des choses comme ça, pour moi, c'est plus ouvert. Et c'est moins esthétique, si tu veux. Mais on partage tout dans les deux endroits. Ouais, c'est The Amateurs. On utilise la plateforme de la compagnie du théâtre. Donc, tu vas trouver que c'est The Amateurs School, c'est comme une compagnie de théâtre. Mais c'est la plateforme pour développer les deux lignes qu'on a parlé. C'est ça, vos spectacles, vos œuvres et vos Ouais, ateliers. ouais, il y aura du temps, quelques semaines qu'on ne voit pas rien de les projets de Conscious Body, le corps conscient. Ouais. C'est le projet on voit quelque chose de plus théâtral et parfois les offres théâtrales s'arrêtent et c'est tout oui, ça bouge. Pour moi, je l'utilise comme ça maintenant. Je ne sais pas si quelquefois le corps conscient va se développer individuellement. OK. Mais pour l'instant, ça marche comme ça. C'est ensemble. Ouais. Bon. Merci encore pour ta présence. J'ai Merci beaucoup appris. beaucoup. Puis il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire maintenant le matin, le soir pour me détendre. Puis je vais l'expérimenter, puis je vais t'en parler. Merci beaucoup, enchanté. Et j'espère qu'on se trouve et on se bouge. Oui. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!